Bonjour à tous. Donc, bienvenue à ce Tech and Breakfast où on va parler un petit peu de Docker dans Windows. C'est important. Donc, pour rappel, le Tech and Breakfast, c'est quoi? C'est un petit déj qu'on organise au siège, mais que vous pouvez organiser chez vos clients, et qui a pour vocation en fait de vous faire découvrir des nouveautés techniques et en particulier de vous présenter ce qu'on a fait dans le précédent lab. Donc on a parlé dans le précédent lab de Docker. Donc je pense que vous en avez tous plus ou moins entendu parler. En fait, qu'est-ce que c'est? Docker, ça permet de gérer des containers. Un container, c'est quoi? C'est en fait un peu l'équivalent d'une machine virtuelle, sauf qu'en fait, dans une machine virtuelle, on virtualise grâce à un hyperviseur, on virtualise le hardware. Alors que là, en fait, on va juste virtualiser le système d'exploitation. Ce qui permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus léger et du coup, ça démarre plus rapidement et c'est compatible avec tout plein de systèmes. Donc, Docker dans Windows. Microsoft, pour le coup, a fait ce qu'ils avaient dit, c'est qu'ils n'ont pas réinventé un nouveau truc. Donc maintenant, ils sont dans la mouvance de dire s'il y a un truc qui est bien sur le marché, on va essayer d'être compatible avec et de le faire tourner de la même façon. Donc Docker qui tourne super bien sur Linux, puisque sur Linux, les containers, ça existe depuis très longtemps. En fait, Docker n'ont pas vraiment inventé les containers, ils ont juste fait ça, rendu ça plus accessible. Et donc, ils ont dit, on va faire tourner les containers dans Windows de la même façon qu'on les fait tourner dans Linux. Donc, c'est relativement compatible tout ça. Donc, on a voulu voir ce que ça donnait pour de vrai. Donc, on avait la superbe équipe là qu'on voit en photo derrière. Et on avait ces objectifs. Déjà, installer et faire marcher Docker dans Windows. Parce que bon, on en entend parler, mais il faut quand même voir si ça marche. On avait vu qu'il y avait des images de containers qui permettaient d'avoir SQL Server en container, donc un petit peu voir ce que ça donnait niveau en comparaison par exemple avec une VM. Créer en fait un container qui contient une application web qu'on a choisi un peu par hasard, mais on aurait pu prendre n'importe quel type d'appli. L'idée c'était de pouvoir se connecter avec cette appli sur la base de données qui était contenue dans le deuxième container. Et puis si on était super fort, automatiser tout ça et que quand on mettait à jour notre application, ça déployait tout bien comme il faut dans un container, enfin dans des containers. Donc plutôt que de vous raconter ce qu'on a fait, je vais essayer de vous montrer ce qu'on a fait. Alors, donc déjà on a installé Docker. Une fois que vous avez installé Docker, vous avez un super icône et puis un truc qui tourne normalement ici. Et puis avec pas mal d'options, en particulier un truc qui s'appelle Switch to Linux Container. Donc déjà, en fait, bien qu'on puisse faire tourner dans Windows des containers Linux et des containers Windows, enfin qui contiennent des trucs Windows, l'outillage pour le faire nécessite quand même de switcher de l'un à l'autre. Ça ne veut pas dire que quand on switch, on arrête les containers, c'est juste l'outillage qui est un peu, qui est un peu différent, mais donc il faut lui dire de switcher. Mais à part ça, bon, ça marche. Donc après, comment ça se passe? Après, c'est cool, c'est du PowerShell. Donc on a un truc qui s'appelle Docker, et puis on peut faire plein de trucs. Donc là, par exemple, je vais commencer par lister ce que j'ai qui traîne sur mon poste. Donc on peut voir que j'ai pas mal d'images qui traînent. Donc les images, c'est quoi? C'est en fait nos containers, mais qui ne sont pas exécutés. Enfin là, en tout cas, ils sont arrêtés. Et donc maintenant, on s'était dit, vous vous rappelez, on va essayer de faire, de récupérer en fait un SQL Server dans un container. Donc là, je ne vais pas vous le faire, il y a une petite commande pour le faire.
Donc niveau légèreté, SQL Server, c'est 7-8 gigas. Donc c'est déjà des beaux containers. Comparé à une VM, finalement, on gagne un peu, mais forcément, SQL Server, c'est un gros bébé. Il a besoin d'un Windows assez conséquent. Je ne pense pas qu'il y ait juste un nano serveur derrière. Donc voilà, c'est un gros truc. L'image, elle est assez grosse, mais une fois que vous l'avez sur votre poste, ça va bien. Nano serveur, le Windows Nano Server, c'est un peu plus petit, c'est à peine 1 giga, je pense. Donc au début, on s'est amusé avec ça pour faire des Hello World. Et puis après, on s'est dit, bon, bah, comment qu'on va faire notre appli. Donc on est parti d'une application ASP.NET Core, parce que GG nous a dit, vous allez voir, dedans, il y a tu coches, hop, tu as un container. Donc avec Visual Studio, vous créez une nouvelle appli, on verra ça tout à l'heure, et puis vous avez un container. En gros, vous pouvez débugger dans le container et tout ça. Donc vous créez votre appli ASP.NET Core, vous obtenez une application web ASP.NET Core classique, plus un petit truc qui s'appelle Docker Compose et un Dockerfile. Okay, sauf que, alors je ne sais pas si c'est lié à ma version de Visual Studio, qui était pourtant, on l'a mis à jour et tout, c'était la dernière. C'est des containers Linux qui nous fait tourner, alors que nous, on voulait du Windows. Donc là, premier défi, c'est d'essayer de faire pareil, mais avec des containers Windows. Donc, on a réussi, sauf qu'on n'arrivait plus à débugger de façon aussi cool que dans un container Linux et dans un débugger classique à la Visual Studio. Donc un Dockerfile, c'est quoi? On lui dit sur quelle, de quelle image de container on part. Donc nous, comme on avait juste une appli ASP.NET Core, machin, on a récupéré la Microsoft officielle ASP.NET Core qui tourne sur Nano Server. Voilà. Et on lui dit, en gros, que tu vas aller récupérer, enfin, tu vas copier ce que nous, on publie à cet endroit-là. Donc, en gros, notre application ASP.NET Core, on fait un publish avec Visual Studio dans ce dossier. Et puis après, on lui dit lance là, en fait. Et surtout, expose le port 80. Ouais. Ben oui, parce qu'en gros, notre container, si on est à l'extérieur, il n'est pas spécialement accessible. On peut faire des trucs, mais forcément, on doit ouvrir le port 80 pour accéder à notre application web. Ok. Donc ça, c'est cool, ça nous a permis de créer l'image du container contenant notre application web. Donc ça fait déjà une belle partie de ce qu'on voulait, puisqu'on sait qu'on a réussi, même si j'ai pas fait la démo, on a réussi à démarrer un SQL Server. De la même façon, le SQL Server, on lui a dit si à un moment, si vous voulez accéder au SQL Server depuis votre hôte, depuis votre Windows, il y a un moment, il faudra aussi rediriger le port SQL, enfin ouvrir le port SQL sur le container. D'accord? Donc ça, on a réussi, c'est plutôt simple, il y a toute la doc dans la partie genre MSDN, on trouve tout ce qu'il faut, Docker, on comprend assez vite comment marche la syntaxe des fichiers. Mais ce qu'on voulait faire, c'était que nos deux applis, nos deux containers, ils se parlent, et ils se parlent de façon quand même assez smart, c'est-à-dire que pas par des IP qui sont dynamiques et qui changent à chaque fois qu'on redémarre les containers et qu'on a du mal à trouver c'est quoi l'IP du machin. Donc on voulait quand même que ça se repose sur un nom et non pas sur une IP. Donc en gros là, il y a un truc qui s'appelle Docker Compose qui va permettre de d'écrire ensemble plusieurs images de différents containers. Donc pour commencer, on a fait assez simple, on a fait un SQL Server, on a fait un Nano Server, et vous voyez, on lui a dit est-ce que tu pourrais pas pinguer l'image qu'on a appelée DB. Donc on ne s'est pas trop pris la tête au début à essayer de faire voir si mon appli web elle s'est causée avec SQL Server, tout ça. On s'est dit on va déjà la pinguer. Et puis on l'a laissé un peu, parce que ça nous ça nous permettait de détecter un petit peu les erreurs. Et puis après, on a ajouté une troisième image. Donc on a tout laissé les noms par défaut. Web application 1, qui, rappelez-vous, était
le truc qu'on a compilé, enfin qu'on a créé grâce à notre Dockerfile. Donc en gros, je prends mon appli, je fais publish quelque part, donc dans Obj Docker Publish. Hein. Donc là, rien de très compliqué, hein, publish avec Visual Studio. Tac, tac, tac. Après, on regarde un peu en PowerShell ce qu'il y a à faire. Donc PowerShell, c'est plutôt cool, hein, mais il faut connaître. Donc là, je vais aller dans mon répertoire courant. Donc qu'est-ce que je vois? Je vois que, en gros, il faut que je dise, maintenant que j'ai fait le publish, je vais dire à Docker, build-moi mon image. Ok. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller lire le Dockerfile. Et puis comme on vient de publish avec Visual Studio, il va prendre la DLL, il va la mettre dans l'image, machin, machin, et il va créer l'image. Donc ça, c'est un petit peu long, quoi. En gros, il crée l'image à partir de mon image nano serveur que j'ai, il fout la DLL dedans et il crée tout ce qui va bien. Donc là, tout est prêt. Je vais aller dans le répertoire où j'ai mon Docker Compose. Donc là, oh là. Donc là, je suis bien dans mon répertoire où il y a le Docker Compose. Je vais stopper au cas où mes trois images que j'avais tout à l'heure. Normalement, elles sont déjà éteintes. Comme je les ai mis ensemble, il a créé un network qu'il faut que je remove. C'est la même façon que je l'éteins, quoi. Voilà. Et donc après, j'appelle mon Docker Compose. Donc Docker Compose, il va aller chercher, non pas le Dockerfile de tout à l'heure, comme on a fait Docker Build, mais là on fait Docker Compose, il va aller chercher le fichier Docker Compose. Il va créer, il va builder, et il va démarrer. Si ça marche. J'aurais peut-être pas dû appuyer sur ce bouton. Donc là, en gros, il me dit qu'il n'a pas réussi à... Parce qu'en gros, j'ai relancé tout le script, donc il n'a pas réussi à trouver le session default, là. C'est-à-dire le network que je venais de supprimer. À part ça, voilà, il est en train de démarrer. Donc rappelez-vous, on a trois containers, un qui contient la base de données, un qui contient l'appli web, et un qui fait un ping vers la base de données. Donc là, c'est en train de démarrer. Donc déjà, première question, c'est niveau légèreté. Ouais, ça va, on a créé quand même une image qui contient notre appli web. Donc comparé à une VM qu'on mettra à jour, et on est super rapide. Par contre, là, on voit que c'est long à démarrer. Pourquoi c'est long à démarrer? Parce que le container qui contient SQL Server, il n'y a quand même pas trop de magie. Faut qu'il démarre, quoi. Et lui, il démarre pas en 1 milliseconde, quoi. C'est un gros bébé. C'est le SQL Server complet, je crois qu'on avait pris de mémoire. Donc c'est quand même un beau truc. Voilà, c'est parti. Donc là, il nous dit des trucs et vous voyez, ça ping. Donc on est content. C'est-à-dire qu'on a créé un truc. On a créé un groupe de containers qui se parlent entre eux et non, même si là on voit l'IP affichée, rappelez-vous, dans le ping, on appelait le nom du truc. On faisait bien un ping-t de DB. DB, c'était quoi? C'était l'image, enfin c'était ce container-là. Donc en gros, même si à l'intérieur de ce network, il attribue des IP à chaque fois un peu aléatoires, on arrive quand même à faire communiquer par le nom. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et si on regarde dans notre code qu'on a fait pour accéder à la base de données, donc on n'a pas créé de base et tout, on s'est fait un truc un peu plus simple, on a été directement tapé sur la master, mais le nom du serveur, c'est bien DB. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis une IP. Enfin, au début, on a fait avec l'IP, mais on s'est vite rendu compte qu'elle changeait tout le temps. Donc là, ça, c'est cool. Par contre, le nom du serveur
qui contient notre web app, lui, on n'a pas trop réussi à y accéder directement depuis le Windows Hot. Donc là, il faut qu'on cherche l'IP. Donc ça, c'est plutôt cool parce que pour chercher l'IP, il y a une belle ligne PowerShell, il faut connaître. Donc déjà, je vais regarder ce qui tourne. Donc qu'est-ce qui tourne? Vous voyez que j'ai les mêmes images, par contre j'en ai 3 qui sont démarrées depuis 1 minute. C'est normal, c'est les 3 que je viens de démarrer. Elles ont toutes un ID. Et comment on récupère l'IP avec cette magique ligne de commande? Faut connaître, hein. C'est pas pour les enfants celle-là. Oh non. Tac, j'ai une IP, cool. 92, 168, 150. Tac. Bon, magie ou pas magie, hein. On va voir. Donc là, normalement, donc dans la page About, c'est là qu'on a mis notre requête SQL. Et donc, notre requête, il cherchait juste un select étoile 6 colonnes, je crois. Voilà. Donc il récupère le résultat, hein, qui a priori vaut 3. Donc ça, c'est cool. Donc maintenant, imaginons que je veux mettre ce truc-là à jour. Donc normalement, ça marche. Donc pour ça, il faut que je stoppe. Je vais déjà commencer par stopper mes applis. Les containers, tac. On n'a pas trop réussi à reprendre la main sur le ping, hein. Vous avez remarqué, on a 2 PowerShell qui traînent ensemble. Et puis je vais faire une modif, test 2, tac. Donc là, je publie mon appli quelque part en local. Cool. Je relance mon fameux script. Donc mon script, il fait quoi? Il récupère ce que j'ai compilé, le fout dans une image, il relance les machins, les containers, et normalement, au bout d'un moment, ça redémarre. Non, on aurait sûrement pu faire plus smart. On aurait pu faire plus smart. On aurait effectivement pu stopper que la web app et la relancer, tout ça, tout ça. Mais après, on avait quand même souvent des petites erreurs avec ce network là qu'on n'arrivait pas forcément à killer. Bon là, on voit qu'il est pas bête, hein, il recrée que celle qu'on a modifiée quand même. Tu vois. Donc ça redémarre, hein, c'est super rapide. On a quand même 3 applis différentes, enfin 3 trucs différents. Et puis il va falloir qu'on récupère son IP, comme tout à l'heure, parce qu'elle a sûrement changé. C'est ça qui était chiant. On n'a pas eu le temps trop de creuser cette partie-là. Donc elle a sûrement changé d'ID parce qu'elle a redémarré. Voilà, donc complètement aléatoire, hein, le truc. Tout ça pour faire apparaître un 2 sur la page. Cool, donc ça marche. Donc là, ce qu'on a réussi à faire, c'est relativement manuel, mais en tout cas, ça marche. Si on fait un truc intégré dans Visual Studio, on n'a pas trop creusé, mais on n'a pas vraiment réussi à bien le faire marcher avec Visual Studio, les containers qui se font tout seuls et tout ça et tout ça. Par contre, ça marche plutôt bien si on le fait, si on va dire si on touche à rien quoi, dans ce qu'il y a avec Visual Studio. Donc on va regarder ça rapidement. J'éteins mes images.
Donc comme je vous l'ai dit, avec Visual Studio, les images qu'il utilise, c'est des images Linux. Ok. Donc, on va switcher Docker en mode Linux. Bon, pour ceux qui sont attentifs, j'ai démarré Visual Studio en mode administrateur. Donc si je fais File, New Project, .NET Core, ASP.NET Core. Oh non. Ici, vous avez ça. Donc si vous le cochez, votre appli s'exécute dans un container Linux. Ce qui fait qu'après, vous pouvez livrer le container magiquement en prod et ça marche tout super bien. À tester. Donc là, on retrouve exactement la même structure. Ok. Sauf que le Dockerfile, il part plus d'un Windows Nano Server, hein. Il part d'un Microsoft ASP.NET Core, il n'y a plus Windows Nano Server machin. Donc en gros, l'image, c'est une image Linux. Voilà, et puis il nous crée tous ces trucs magiquement. Et quand on fait Start ici, vous voyez, le projet de démarrage, c'est pas l'application web, c'est le Docker Compose. Donc quand on est là, on a un truc Docker, on lance. Normalement, ça pète. Hein. Bah non. Oh, c'est dommage. Ça va marcher du premier coup. Ah non, quand même. Bon, normalement, si vous le faites par défaut, ça pète. Il faut. Donc c'est déjà pour ça que j'ai démarré en administrateur. Mais grosso modo, il se peut que dans les settings de machin là, de Docker, il se peut que vous ayez, mais comme je l'ai fait tout à l'heure, peut-être que ça. Il faut que vous partagiez, je sais pas quoi, en tout cas le lecteur C, s'il n'est pas partagé dans cette appli là, dans ce machin, ça marche pas. Ok. Et à part ça, sinon, voilà, ça a démarré. Donc là, l'appli, elle tourne dans un container et on peut débugger comme si c'était enfin comme vous avez l'habitude de débugger. Voilà, on peut mettre des points d'arrêt, ça passe dedans. Enfin, pour le coup, ça marche plutôt de façon plutôt cool. Voilà. Donc là, ça débug bien, tout marche bien. C'est plutôt bien fait. Donc, et si on regarde ici, voilà, j'ai une image ici qui s'appelle Web Application 5 de .dev qui a été créée par tout l'écosystème Visual Studio, tout ça, on ne sait pas trop, hein, ça a l'air assez magique, mais bon, ça marche quand même plutôt bien. Et donc, elle apparaît dans la liste des containers, mais sous Linux. Vous avez vu, j'ai switché mon truc, et là, je vois que celle qui tourne pour Linux. Voilà. Bah, les applications concrètes, bah, moi, enfin, la seule que j'ai vue, c'est chez un client. Donc c'est un client qui développe une appli, en fait qui développe en Java et tout ça, et qui développe une appli, un add-in Excel. Donc les mecs, quand ils sont sur leur add-in Excel, ils sont en mode Visual Studio, tout ça, ils font du .NET, alors que d'habitude ils sont en Java, en je sais pas quoi, en truc qui a aucun rapport. Et du coup, des fois, ils ont besoin de modifier quand même leur API parce que l'Excel, le add-in Excel, bah, ils ont prévu l'API, mais bon, des fois, il y a quand même des petits trucs à modifier et tout ça. Et c'est un peu chiant à switcher à chaque fois d'un environnement de dev à l'autre, d'avoir l'API à jour chez tous les développeurs, sur leur poste et tout ça. Et les mecs, en fait, à chaque fois qu'ils font un commit dans Git, ça prend tout ça, ça crée tout plein d'images Docker. Et le gars, quand il récupère le code, enfin quand il fait un pull sur Git, il récupère en plus du code les containers et bam, il relance tout. Et du coup, s'il est en train de développer son add-in Excel et qu'un autre mec a mis à jour l'API, bah lui, il n'a rien à faire à part récupérer et relancer ce qu'ils appellent la stack Docker, c'est-à-dire
leur container, et hop, il a tout de suite à jour à la fois le code source, mais aussi surtout un environnement de test à jour. Ça, c'est vraiment l'application concrète que j'ai vue, c'est aider les développeurs à avoir l'ensemble de l'application qui tourne sur leur poste. Parce que c'est souvent le problème qu'on a, c'est qu'au bout d'un moment, on n'arrive soit pas à tout faire tourner sur le poste, soit quand on est dans un environnement ultra hétérogène, ce qui nous arrive pas trop, parce que souvent on fait du .NET, on est en full Windows et tout, mais ces mecs-là qui font un peu de tout, c'est compliqué pour eux s'ils avaient besoin de faire tourner une VM qui fait tourner un Linux pour faire tourner leur Java, pour faire tourner leur API, à côté de ça, il faut qu'ils aient un Visual Studio pour faire leur dev en .NET, tout ça sur un Mac, ça commençait à être lourdingue. Là au moins ils ont résolu le problème avec Docker. Voilà. Après il y a plein de, je pense, de gens qui l'utilisent déjà en prod. Et qui ont mis des pipelines de déploiement continu, qui créent les images et qui les passent en prod, puisque la promesse de Docker, c'est de dire, de toute façon, le container, tu l'as défini sur ton poste, tu le prends en prod, tu le définis, c'est le même, il n'y a pas de problème de compatibilité de je sais pas quoi, que la VM de dev, elle n'est pas dans la même version que exactement que l'environnement de prod, ou je sais pas quoi. Mais bon, ça, moi, j'ai pas encore vu chez des clients, mais il y en a sûrement. Ouais. Ouais, voilà, si tu ouvres le port 1433 et que tu récupères l'adresse IP, parce que quand il accède de l'extérieur, on n'a pas encore bien regardé comment on pouvait foutre un DNS, quoi, grosso modo. Mais ouais, tu y accèdes avec Management Studio. Mais sur la doc, Microsoft, c'est tout expliqué comment faire, c'est plutôt clair. Ça, le Hello World et le Hello World SQL Server marche plutôt bien. Enfin, tu le suis, ça marche. C'est juste que la première fois que vous faites l'image, attendez-vous à télécharger 7 Go, quoi. Donc si vous êtes en 4G, vous allez dépasser votre forfait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Cool. Je laisse la main à notre ami Guilhem. Donc les prochains événements, c'est très simple. Dans 10 jours, nous avons le lab numéro 7 avec Cataline, Sabrina, Thomas, il me semble, d'autres à venir. Le thème est encore à définir, mais ça va être plutôt intéressant. Le vendredi 16 juin, on a l'événement de l'année de Sofluent, évidemment, l'off-site sur une journée, avec plusieurs activités. Le jeudi 29 juin, la surprise que je vais vous présenter dans quelques secondes. Et dans un peu plus d'un mois, le pique-nique, Sofluent After, qui se passera aux Invalides. Le 12 juillet, c'est presque une date mythique. On verra bien. En tout cas, la surprise, c'est quoi? Eh bien, c'est que le jeudi 29 juin, le lab paye son coup et vous invite tous au bar le 39 à Paris. Exactement. Pour parler un petit peu de ce projet, se retrouver ensemble et voir ce qu'on peut faire dans le prochain semestre. Parce que voilà, on est arrivé au terme de ce premier semestre, de ce premier test sur le lab. Et donc, je pense que ça sera l'occasion de se retrouver dans le 3e arrondissement de Paris autour d'un verre. Voilà. Merci à tous d'avoir participé à ce Tech & Breakfast.